Bonjour à tous, bonjour Roland Jacquard. Bonjour. On va commencer avec cet attentat qui a frappé hier Tunis. 12 morts, un bus de la garde présidentielle attaqué. En fait, depuis les attentats du Bardo en mars dernier, la Tunisie a toujours été visée. Elle a toujours été visée. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que le Bardo, comme vous le savez, c'est un peu en dehors de Tunis. Là, c'est en plein centre de Tunis, près de deux hôtels fréquentés par des hommes d'affaires et des touristes, près des centres administratifs de la ville. Et c'est aussi le symbole de la sécurité présidentielle du président tunisien qui s'est engagé dans la lutte contre le terrorisme dans son pays et qui avait visité la France et avait rencontré François Hollande le lendemain des attentats sanglants de la capitale. Alors, jusqu'ici au Maghreb, c'était surtout Al-Qaïda qui était présente. Est-ce que là, l'attentat n'a pas été revendiqué, mais est-ce que là, on peut penser que l'État islamique est en train de s'étendre? Malheureusement, oui, l'État islamique s'étend un peu partout dans la région. Il est très présent en Tunisie, puisque vous avez au moins 3000 djihadistes tunisiens qui ont rejoint ses rangs. Vous avez aujourd'hui les services de renseignement qui sont persuadés que si un jour il y a un groupe qui cherche de faire d'autres attentats en Europe, il sera dirigé par un franco-tunisien qui est sur place, il s'appelle Abou Bakr al-Hakim, il est très connu, et il a créé des brigades où il y a des francophones qui sont susceptibles de faire à un moment donné ou à un autre d'autres opérations terroristes. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que l'État islamique, pour ouvrir un autre front, par le sud, par la Libye par exemple, par la Tunisie? Oui, on avait un front nord, on a vu arriver par la Belgique, et il y a un autre front qui peut être le front sud, avec les frontières poreuses entre la Libye et la Tunisie, avec la présence très forte aujourd'hui de militaires, d'anciens militaires irakiens qui travaillent pour Daesh et qui sont présents dans les villes de Sirte et dans d'autres endroits en Libye, où ils contrôlent aujourd'hui un grand nombre de territoires, et notamment les ports d'accès de départ des migrants vers l'Europe du Sud. François Hollande, lui, s'efforce de renforcer les forces qui vont attaquer l'État islamique dans son fief, en Syrie et en Irak. Est-ce que ces frappes aériennes sont efficaces? Est-ce que l'État islamique est affaibli? On peut dire que oui, malgré un certain nombre de discours pessimistes en disant ces frappes ne servent à rien ou ne serviront à rien, ce n'est pas vrai. Les dernières frappes, celles qui ont commencé depuis le mois d'octobre, qui sont poursuivies jusqu'à celles d'hier, sont très importantes parce qu'elles ont ciblé des centres de commandement, des dépôts de munitions, elles ont ciblé des centres de communication. Et vous savez que le porte-avions français, le Charles de Gaulle, non seulement il propulse des avions, mais il est bourré d'électronique militaire. Et on a pu capter un certain nombre d'informations qui montrent qu'on a fait très mal à des groupes djihadistes, y compris des groupes djihadistes francophones, puisqu'il y a des médecins qui ont été appelés par l'État islamique, des médecins qui ont la confiance des dirigeants de l'État islamique pour se rendre à Raqqa, ce qui laisse supposer que les chefs de l'organisation ont pu être touchés. Si l'État islamique est affaibli en Syrie et en Irak, est-ce que ça peut le tenter? Est-ce qu'il peut tenter d'agir ailleurs? Si l'État islamique est affaibli en Irak, il peut tenter d'agir ailleurs, mais quoi qu'il arrive, il aurait agi ailleurs. Parce que pour étendre ce qu'ils appellent le califat, ils sont obligés de partir de la terre du califat qui est la Syrie et l'Irak pour aller à l'extérieur. Donc de toute façon, frappe militaire ou pas frappe militaire, ils auraient fait des opérations extérieures. Les attentats de Paris, on sait que 2 terroristes au moins sont passés par la Grèce. Est-ce qu'il y avait des éléments qui permettaient de le prévoir? Malheureusement, il y avait des éléments qui permettaient de le prévoir. Par exemple, vous avez le 13 mai dernier un rapport qui a été fait par le Homeland Security, donc l'institution la plus importante des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme. C'était un rapport en plus qui n'était pas d'une classification extraordinaire et qui avait circulé dans un certain nombre de milieux et qui laissait entendre... Qui était destiné à qui? Alors, il était destiné au département d'État américain, mais il était destiné au FBI, il était destiné à tous les partenaires européens avec lesquels les institutions américaines de lutte contre le terrorisme ont des rapports permanents. Ce rapport disait que un franco-marocain, Abou Daoud, se trouvait en Grèce, et que son téléphone portable est géolocalisé, qu'il avait ce que les Américains appellent une safe house, c'est-à-dire une maison cachée où il entreposait probablement des armes et où distribuait des passeports à des gens qui venaient le voir. Ils indiquaient que après l'attaque d'une banque qu'il avait faite, dont il avait été l'inspirateur en janvier dernier, son mode opératoire était de recruter des kamikazes et d'utiliser des explosifs liquides
de la même façon, le même que celui qui a été utilisé à Paris. Enfin, il donnait donc toutes les indications sur la dangerosité de ce groupe. Et la CIA et le FBI, après ce rapport, en ont fait d'autres en précisant un peu plus la nature de dangerosité de cette organisation. Et c'est probablement un renseignement électronique américain couplé avec des renseignements des Marocains qui a permis de localiser ce groupe terroriste par la suite. Mais comment ça se fait qu'on n'ait pas tenu compte plus tôt ? Parce que, si vous voulez, des rapports de ce genre, malheureusement, il y en a de 80 à 100 par jour. Ils inondent les services antiterroristes et il n'y a pas d'analyse centrale de la menace. Je vous donne deux autres exemples. Un juge d'instruction français bien connu a interrogé un terroriste retour de Syrie qui a dit que un terroriste en Syrie lui avait demandé de faire des attentats contre une salle de concert. Il s'agissait d'Abba Daoud. Vous avez eu la même chose avec un terroriste espagnol qui était venu d'Alicante et qui a dit exactement la même chose à un autre juge d'instruction. Donc, si vous voulez, malheureusement, en temps réel, il est difficile d'exploiter toutes les informations qui passent. Alors, il y a des mesures qui ont été prises depuis les attentats, depuis janvier notamment. Est-ce qu'elles peuvent être efficaces ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, oui, bon, il n'y a pas de ligne Maginot contre le terrorisme. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il est impossible qu'il y ait d'autres actes terroristes. Mais on peut vraiment les limiter aujourd'hui avec les nouvelles lois qui ont été prises, notamment la loi sur le renseignement, qui va permettre de faire du renseignement de masse contre du terrorisme de masse. En quelque sorte, on va mutualiser toutes les informations de police judiciaire, de police antiterroriste, de police des frontières, avec des algorithmes très puissants qui vont permettre à des analystes qui vont venir de différents services de mieux croiser les informations. Il y a aussi une prise de conscience en Europe qu'il faut agir avec plus de coopération. Aujourd'hui, il y a une grande prise de conscience quand même en Europe, sous l'impulsion d'ailleurs de beaucoup de la France. Et aujourd'hui, le fichier... le fichier des passagers européens va être mis en place. Europol va mettre en place vraiment des systèmes informatiques beaucoup plus performants. On va aider les pays comme la Grèce qui ont reçu des centaines de milliers de migrants à mieux contrôler, à mieux donner l'information sur la dangerosité d'un certain nombre de personnes. Et en France également, on va mieux traiter les fameux fiches S. C'est-à-dire qu'on va arriver à un moment donné où cette fiche S qui permettait juste de signaler le passage de quelqu'un de potentiellement dangereux, on va pouvoir faire ce que font les douanes, c'est-à-dire de fouiller la personne et peut-être de pénétrer ses portables ou ses ordinateurs. Merci, Paul Jacquard. William, c'est à vous.